La musique était trop forte, le champagne était trop tiède, et le sourire poli figé sur le visage d'Anna commençait à lui crisper la mâchoire. Lord Harrington se pencha vers elle, captant son regard. Pendant une folle seconde, elle crut qu'il allait l'inviter à danser, mais son regard glissa par-dessus son épaule. « Votre sœur, Arabella », murmura-t-il en ajustant sa cravate parfaitement empesée. « Apprécie-t-elle la valse ?» C'était la 4e fois ce soir. Anna n'était pas une femme, elle était une salle d'attente. La saison mondaine n'était pas un tourbillon romantique de regards volés et de musique enivrante. C'était un marché aux enchères. Anna se tenait près d'un bouquet de fougères fanées. Elle sirotait un verre de limonade qui avait le goût âpre du citron et du regret. La salle de bal du comte de Stanhope était étouffante. 200 corps s'entassaient dans un espace conçu pour la moitié. Tous dégageaient de la chaleur, de l'ambition et l'odeur écœurante d'un désespoir lourdement parfumé. À quelques mètres de là, sa sœur Arabella tenait sa cour. Arabella était un chef-d'œuvre de la génétique et de l'éducation acharnée de leur mère. Elle avait des cheveux couleur d'or filé, des yeux comme un ciel d'été sans nuages, et un rire qui sonnait comme une clochette d'argent. Les hommes gravitaient autour d'elle. Ils lui apportaient des sorbets. Ils se battaient pour inscrire leur nom sur son carnet de bal. De l'autre côté de la salle, près des musiciens, sa plus jeune sœur Cecilia provoquait un autre genre d'agitation. Cecilia était le feu, là où Arabella était la glace. Brune, pleine de vie, prompte à rire un peu trop fort, et à toucher le bras d'un gentleman une seconde de trop. Et puis il y avait Anna. Elle avait 22 ans. Aux yeux du beau monde, cela signifiait qu'elle avait déjà un pied dans la tombe de la vieille fille. Elle avait des cheveux bruns qui refusaient de tenir une boucle, et des yeux de la couleur de l'eau boueuse d'une rivière. Elle était parfaitement ordinaire. Elle portait une robe d'un vert sauge discret. Non pas parce qu'elle aimait la couleur, mais parce que sa mère avait décrété que sa robe ne devait pas jurer avec la soie pêche radieuse d'Arabella ou le cramoisi audacieux de Cecilia. Une ombre se projeta sur elle. Miss Anna. Anna leva les yeux. Lord Carmichael se tenait devant elle. Il était jeune, nerveux, et la sueur perlait à son col. « Lord Carmichael », dit-elle d'un ton neutre. « Agréable soirée. En effet, splendide. » Il transféra son poids de son pied gauche à son pied droit. Il regarda au-dessus de sa tête. Il regarda à sa gauche. Il déglutit difficilement. Anna soupira intérieurement. Elle connaissait le scénario par cœur. Elle décida de leur faire gagner du temps à tous les deux. Arabella n'a plus de danse de disponible avant le souper, milord. Cependant, elle prend son thé dans le parc à 4 heures le jeudi, généralement près de la Serpentine. Elle aime particulièrement les amandes confites. Carmichael cligna des yeux, ses joues virant au rose violent. Je vous demande pardon? Vous êtes venu vous renseigner sur ma sœur. Je ne fais qu'accélérer le processus. Des amandes confites, Lord Carmichael. Mais pas celles de la boutique du coin sur Bond Street. Elle les trouve trop sucrées. Prenez-les chez Gunter's. Merci, Miss Anna. Il s'inclina maladroitement et s'enfuit presque en courant. Anna but une lente gorgée de sa terrible limonade. Elle n'était pas en colère. La colère demandait une énergie qu'elle ne possédait pas. C'était juste un épuisement profond, ancré jusqu'aux os. Elle était la gardienne, le tremplin pratique et invisible que les hommes utilisaient pour atteindre les prix scintillants de sa famille. « Tu te tiens encore voûtée ?» Lady Hawthorne se matérialisa à côté d'elle. Sa voix était un sifflement aigu masqué sous un sourire aristocratique serein. « Je me tenais parfaitement droite, mère, » dit Anna sans la regarder. « Si tu te tenais droite, tes épaules n'auraient pas l'air si larges, » rétorqua sa mère en ouvrant son éventail d'un coup sec. « Lord Carmichael t'a-t-il invité à danser? » Non. Il voulait des renseignements sur Arabella. Lady Hawthorne laissa échapper un souffle bref d'approbation. « Bien. Il a 3000 livres par an. Pas assez pour Arabella, bien sûr, mais cela maintient la compétition féroce. Tu as été poli, j'espère. Impeccablement. Fais en sorte de le rester. » Sa mère balaya la pièce du regard. Ses yeux vifs avaient la précision tactique d'un général inspectant un champ de bataille. « Nous devons assurer un parti pour Arabella cette saison. Le domaine perd de l'argent, Anna. Les dettes de ton frère s'accumulent. Si Arabella ne décroche pas un homme titré, nous serons ruinés. Et si nous sommes ruinés, qui épousera Cecilia? Et moi? » Anna ne posa pas la question. La réponse était déjà comprise. Anna était l'enfant du milieu, la plus simple. Son but n'était pas de faire un beau mariage.
Son but était de faciliter, de gérer, de s'effacer. Elle devait être la tante célibataire qui vivrait dans l'aile pleine de courants d'air du futur grand domaine d'Arabella, aidant à élever les enfants. « J'ai besoin d'air », murmura Anna. « Ne t'éloigne pas trop », l'avertit sa mère, s'éloignant déjà pour intercepter un vicomte vieillissant. « Et pince-toi les joues, on dirait un cadavre. » Anna posa son verre sur le plateau d'un domestique qui passait et tourna le dos à la salle scintillante. Elle marcha le long du grand couloir au miroir. La musique s'estompa en un sourd martèlement de basse. Elle n'alla pas sur la terrasse. La terrasse était l'endroit où les jeunes débutantes allaient pour être compromises. Au lieu de cela, elle poussa les lourdes portes en chêne de la bibliothèque de Stanhope. Il faisait sombre. La pièce n'était éclairée que par un seul candélabre, laissé allumé sur un bureau massif en acajou. Et elle sentait le vieux papier, les reliures en cuir et le silence. C'était le paradis. Elle laissa tomber ses épaules. Elle leva les mains et retira 2 épingles à cheveux qui s'enfonçaient sans pitié dans son cuir chevelu. Elle laissa échapper un souffle qu'elle avait l'impression de retenir depuis qu'elle était sortie de la voiture. « Si vous avez l'intention d'enlever toute votre robe, je dois vous prévenir que je n'ai pas encore fini mon brandy. » Anna se figea. Un homme était assis dans un profond fauteuil à oreilles en cuir dans un coin de la pièce. Ses jambes étaient étendues, croisées aux chevilles. Dans la pénombre, elle ne pouvait pas distinguer clairement ses traits. Seulement le blanc éclatant de sa cravate, la silhouette sombre d'un habit de soirée bien coupé et le reflet ambré du liquide dans le verre en cristal qu'il tenait. Le cœur d'Anna eut un battement sourd et las. Elle ne cria pas. Elle ne s'enfuit pas. Elle se contenta de soupirer, remettant rapidement les épingles dans ses cheveux. « Mes excuses », dit-elle d'une voix sèche. « Je pensais que la pièce était vide. Elle l'était. Jusqu'à ce que je vienne y chercher refuge. Depuis vous êtes venu y chercher refuge. Je suppose que c'est maintenant un sanctuaire pour les damnés. » Il but une lente gorgée de sa boisson. Sa voix était profonde, résonnante, et empreinte du même épuisement cynique qu'elle ressentait jusqu'au fond de ses os. « Vous n'avez pas l'air très damné, » nota Anna, en reculant d'un pas vers la porte. « Vous avez l'air d'un homme qui se cache de son hôte. »« Je me cache des mères, » corrigea-t-il. Il fit un geste vague avec son verre en direction de la porte. « C'est un monde dangereux là-dehors ce soir. » Un homme ne peut pas rester près du bol de punch pendant 3 secondes sans se faire aborder par une matriarche qui brandit sa fille remarquablement ennuyeuse comme une arme. Anna laissa échapper un petit rire bref et surpris. Elle plaqua une main sur sa bouche, choquée par sa propre entorse à la bienséance. L'homme bougea dans son fauteuil. Il se pencha en avant, dans la douce lumière des bougies. Anna le dévisagea. Il n'avait pas la beauté classique des jeunes gens de la haute société, douce et poudrée. Sa mâchoire était trop saillante, son front trop lourd. Il avait des cheveux sombres rejetés en arrière négligemment, comme s'il y avait passé les mains plusieurs fois de frustration. Il y avait des rides de lassitude autour de ses yeux. Il ressemblait à un homme qui avait fait la guerre, ou peut-être simplement survécu à trop de saisons londoniennes. « Vous riez, dit-il, d'un ton curieux. N'êtes-vous pas l'une de ces filles destinées à être brandies? Je suis la marchandise défectueuse, dit Anna franchement, s'appuyant contre le cadre de la porte. L'obscurité offrait un étrange anonymat. Elle ne ressentait aucun besoin de jouer un rôle. On me garde dans l'arrière-boutique pendant que mes sœurs sont exposées en vitrine. Il pencha la tête. Il vous ignore. Il regarde à travers moi. Anna croisa les bras sur sa poitrine. Généralement pour demander à quelle heure ma sœur aînée prend son thé, ou quelle partition ma sœur cadette préfère. Je suis un annuaire d'information déguisé en femme en robe verte. Il la regarda vraiment. C'était un regard direct, inconfortablement perçant. Les hommes ne regardaient jamais Anna. Ils jetaient un coup d'œil, ils survolaient. Cet homme la fixait. « Le verre vous va bien », dit-il doucement. Il ne crie pas pour attirer l'attention. Il existe, tout simplement. Il attend que quelqu'un ait l'intelligence de l'apprécier. Anna sentit une étrange oppression soudaine dans sa poitrine. Elle la refoula immédiatement. « Êtes-vous un poète, monsieur? Ou simplement bien avancé dans ce brandy ?» Un coin de sa bouche se releva. La deuxième option, malheureusement. Je suis complètement à court de poésie. Il se leva. Il était grand, bien plus grand qu'elle ne l'avait imaginé quand il était assis. Il posa le verre vide sur le bureau. Je devrais y retourner avant qu'on envoie une équipe de recherche. Si je m'absente trop longtemps, ils supposeront que je me suis enfui sur le continent. Bonne chance à vous, dit Anna.
s'écartant pour lui laisser un large passage. Méfiez-vous de Lady Hawthorne. Elle patrouille actuellement le périmètre et, près des musiciens. Elle ne fait pas de prisonniers. Il s'arrêta juste à côté d'elle. Il sentait la pluie, le linge propre et le tabac de qualité. Je m'en souviendrai. Et vous, Miss Lannuaire, que ferez-vous? J'attendrai dans l'ombre qu'il soit temps de rentrer à la maison, dit Anna en levant les yeux vers lui. C'est ce que je fais de mieux. Pendant un instant, il ne bougea pas. Il la regardait simplement, ses yeux sombres indéchiffrables. Peut-être, murmura-t-il, la voix basse. Attendez-vous simplement un homme qui sait comment poser la bonne question. Il s'inclina légèrement et respectueusement et sortit. Anna resta longtemps dans la bibliothèque silencieuse, l'odeur de son tabac flottant dans l'air. Elle se sentait étrange, déséquilibrée. C'était un sentiment ridicule. Il n'était probablement qu'un baron qui s'ennuyait et cherchait à s'amuser. Quand elle retourna enfin dans la salle de bal, l'atmosphère avait changé. L'orchestre avait cessé de jouer une valse et était passé à un reel frénétique. L'air vibrait d'une énergie électrique et chaotique. Sa mère l'attrapa par le bras à la seconde où elle entra dans la lumière, ses ongles s'enfonçant douloureusement dans la chair d'Anna. « Où étais-tu passé » Siffla Lady Hawthorne, le visage rouge de panique. « À la bibliothèque, » dit Anna en grimaçant. « Mère, vous me faites mal. »« Il était là » haleta sa mère, l'ignorant. Elle pointa un éventail tremblant vers les grandes portes d'entrée, qui se refermaient alors sur une haute silhouette. « Il est resté 20 minutes, et nous l'avons manqué. » J'étais coincé à parler à Lord Fife, et Arabella dansait avec un simple chevalier. « Qui était là » demanda Anna, se frottant le bras que sa mère venait de lâcher. « Le duc de Westford » souffla Cecilia, apparaissant à côté d'elle, les yeux écarquillés. « On dit qu'il cherche une épouse pour s'occuper de son domaine. Il a 50 000 livres par an, Anna. 50 000. Et il possède la moitié du Yorkshire. Il a traversé la pièce, n'a parlé à personne, a descendu le couloir au miroir et est parti, se lamenta Lady Hawthorne, l'air au bord des larmes. L'homme le plus désiré d'Angleterre, et il nous file entre les doigts. Anna regarda vers le couloir. Elle pensa à un homme en habit sombre assis dans l'ombre, se cachant des mers. Son estomac se noua lentement et lourdement. « Je suis sûre, » dit Anna, d'une voix inhabituellement calme, qu'il sera au prochain bal. Il fallut 3 jours au duc de Westford pour faire une autre apparition, et la haute société faillit s'entre-déchirer dans l'attente. Le bal d'Anbury était l'événement principal du mois. La salle de bal dégoulinait de lustres en cristal. Les murs étaient tapissés de roses blanches qui avaient dû coûter une petite fortune. Mais personne ne regardait les fleurs. Tous les yeux dans la pièce étaient fixés sur le grand escalier. Anna se tenait à sa place habituelle, en périphérie, sentant un mal de tête poindre derrière ses tempes. Ce soir, elle portait une robe bleu marine terne. Arabella était une vision en soie blanche et perle, ressemblant à un ange descendu des cieux. Sa mère les avait positionnés stratégiquement au pied de l'escalier, une exposition parfaitement orchestrée de la beauté des Hawthorne. Les épaules en arrière, Arabella chuchota férocement Lady Hawthorne. « Souris, mais pas trop. Tu es une dame, pas une serveuse de bar. Cecilia, arrête de taper du pied. » Anna croisa les mains devant elle. Elle avait passé les 3 derniers jours à se dire que l'homme de la bibliothèque n'était pas le duc. C'était une improbabilité statistique, une coïncidence. Et même si c'était lui, une conversation de 5 minutes dans le noir ne signifiait rien. Les ducs n'épousaient pas des femmes ordinaires en robe verte qui insultaient la saison mondaine. Ils épousaient des Arabella. « Il arrive » couina Cecilia. La pièce tomba dans un silence soudain et terrifiant. Les quatuors à cordes à l'autre bout de la salle hésita, jouant quelques fausses notes avant de s'arrêter. Arthur Pendleton, le duc de Westford, se tenait en haut de l'escalier. Le souffle d'Anna se coupa. C'était lui. Sous l'éclat des lustres, il paraissait encore plus intimidant. Il était impeccablement vêtu de noir et d'argent. La sévérité de ses vêtements soulignait les lignes dures et impitoyables de son visage. Il dégageait une aura d'autorité absolue. Il n'avait pas l'air de s'ennuyer ce soir. Il avait l'air concentré. Il commença à descendre les escaliers. Le silence dans la pièce était lourd, rompu seulement par le bruissement synchronisé de 200 femmes ajustant leur posture. Il atteignit le bas. La foule s'écarta naturellement pour lui, comme l'eau cédant le passage à la coque d'un navire. Il ne regarda ni à gauche ni à droite.
Il ne s'arrêta pas pour saluer son hôte. Il marchait d'un pas régulier et mesuré, directement vers le coin de la pièce, directement vers les Hawthorne. « Il vient ici », souffla Lady Hawthorne, sa voix tremblant d'une extase terrifiante. « Anna, écarte-toi du chemin. » Anna fit exactement ce qu'on lui disait. Elle fit 2 grands pas en arrière, s'enfonçant dans l'ombre d'un pilier de marbre massif. Elle baissa les yeux vers le parquet poli, pratiquant son invisibilité. C'était le moment, l'apogée de la carrière de sa mère. Le duc venait réclamer le prix. Arabella s'avança, le menton baissé, un parfait sourire sage jouant sur ses lèvres. Elle était à couper le souffle. Les pas lourds et mesurés s'arrêtèrent. Il y eut une pause, 2 secondes, 3. Anna attendit d'entendre le grondement profond de sa voix s'adresser à sa sœur. Elle attendit de le voir offrir sa main à Arabella. Elle garda les yeux rivés au sol. « Excusez-moi ». La voix était rauque, basse, et trancha le silence de la pièce comme un couteau. « Monseigneur le duc ». La voix de Lady Hawthorne tremblait, sirupeuse et triomphante. « Puis-je vous présenter ma fille aînée, Miss Arabella ? Vous me barrez le chemin, madame. » Un hoquet collectif résonna dans la pièce. La tête d'Anna se releva d'un coup. Arthur se tenait juste devant Lady Hawthorne et Arabella. Il ne regardait pas la parfaite robe de soie blanche d'Arabella. Il ne regardait pas ses cheveux d'or filés. Il regardait par-dessus leurs épaules, droit dans l'ombre, droit sur Anna. Lady Hawthorne cligna des yeux, stupéfaite et momentanément muette. Elle se décala maladroitement sur le côté, manquant de trébucher sur l'ourlet de Cecilia. Arabella resta figée, son sourire sage se fissurant en une expression de totale stupéfaction. Arthur fit 2 pas en avant, comblant la distance entre eux. Il s'arrêta juste devant Anna. De près, les fils d'argent de son gilet captaient la lumière. Ses yeux sombres se fixèrent sur les siens, brûlant d'une intensité qui rendit ses genoux dangereusement faibles. Toute la salle de bal retenait son souffle. Le silence était assourdissant. Anna ne pouvait pas parler. Son esprit était complètement vide. Elle se tenait dans sa robe bleu marine terne, pressée contre le pilier de marbre froid, regardant l'homme le plus puissant de la pièce. Il s'inclina. Pas la légère inclination cynique qu'il lui avait faite dans la bibliothèque. Une inclination profonde, formelle, impeccable. Il se redressa et tendit la main. Son gant blanc contrastait avec son habit sombre. « Miss Hawthorne », dit-il. Sa voix porta, intentionnellement assez fort pour que chaque personne dans un rayon de 50 pieds puisse l'entendre. « Votre grâce » réussit à croasser Anna, sa voix à peine un murmure. Elle ne prit pas sa main, elle ne pouvait pas bouger. « Je crois que vous vous trompez. Ma sœur, Arabella. Je sais parfaitement qui est votre sœur. » L'interrompit Arthur, son ton égal mais ferme. Il ne baissa pas la main. Il s'approcha d'un pouce, baissant la voix, pour qu'elle seule puisse l'entendre. J'ai passé 2 heures hier dans mon club à supporter des hommes qui parlaient de sa perfection. La perfection ne m'intéresse pas. Anna le fixa, sa poitrine se soulevant et s'abaissant rapidement. Il pose des questions sur elle. Tout le monde pose des questions sur elle. La mâchoire d'Arthur se crispa. Il la regarda avec une férocité qui dépouilla la dernière parcelle de son armure cynique. « Je suis venu pour vous », dit-il. Sa voix était un murmure rauque et sincère. Pas pour elle. Anna sentit le monde basculer sur son axe. Elle regarda sa main tendue. Elle regarda par-dessus son épaule sa mère, dont la mâchoire reposait pratiquement sur sa clavicule, les yeux écarquillés d'un mélange d'horreur et de choc. Elle vit Arabella qui la fixait dans un silence incompréhensible. Pendant 22 ans, Anna s'était effacée. Elle avait fait de la place. Elle s'était estompée. Elle releva les yeux vers Arthur. Il attendait. Il ne la pressait pas. Il se tenait comme un mur de pierre, la protégeant des centaines de regards béants, attendant simplement qu'elle se décide. Anna, lentement, les doigts tremblants, leva la main et la posa dans la sienne. Sa prise était chaude, forte et entièrement solide. Il referma ses doigts sur les siens, la tirant doucement loin du pilier, hors de l'ombre, et dans la lumière aveuglante de la salle de bal. « Il joue une valse, je crois », dit Arthur doucement, se tournant pour la conduire vers le centre de la piste. « L'orchestre ne joue rien, votre grâce », chuchota Anna, parfaitement consciente des centaines d'yeux qui suivaient chacun de leurs mouvements. Arthur jeta un coup d'œil par-dessus son épaule vers les musiciens. Il ne cria pas. Il lança simplement au chef d'orchestre
un unique regard sombre. 3 secondes plus tard, le grattement frénétique et paniqué des archers contre les cordes commença, lançant les premières notes d'une valse. Il la prit dans ses bras. Une main tenait la sienne, l'autre se posa fermement au creux de son dos, pressant contre la soie bleu marine bon marché. C'était une prise scandaleusement serrée. Il fit un pas, l'entraînant sur la piste. « Vous ne m'avez pas dit que vous étiez un duc », souffla-t-elle, ses pieds luttant pour suivre ses puissantes enjambées alors qu'il tourbillonnait sur le bois poli. « Vous ne l'avez pas demandé », répondit-il, ses yeux ne quittant jamais son visage. « Et vous ne m'avez pas dit que vous étiez si captivante en bleu marine. Je suis invisible. Vous êtes éblouissante, corrigea-t-il doucement. Et je suis incroyablement fatigué de l'obscurité. » Alors qu'il tourbillonnait près du bord de la piste de danse, Anna aperçut une dernière fois sa mère. Lady Hawthorne s'appuyait lourdement sur Lord Fife, agitant frénétiquement des selles sous son nez. Pour la première fois de sa vie, Anna Hawthorne rejeta la tête en arrière et éclata d'un rire sincère et radieux. Le soleil du matin se fichait que le monde ait basculé sur son axe. Il inondait la salle du petit-déjeuner des Hawthorne avec une indifférence brutale et joyeuse. Le pain grillé était froid, le thé était amer, le silence était absolu. Anna était assise au bord de sa chaise, les mains étroitement jointes sur ses genoux. De l'autre côté de la table, Arabella déchiquetait systématiquement un morceau de brioche parfait en lambeaux microscopiques. Ses yeux étaient cerclés de rouge, bien qu'elle réussisse à être tragiquement belle, même dans sa détresse. Cecilia regardait Anna comme si une deuxième tête lui avait soudainement poussé. En bout de table, Lady Hawthorne faisait les 100 pas. Le bruit rythmé, toc toc toc, de ses pantoufles de matin contre le tapis Axminster sonnait comme un compte à rebours avant une explosion. Une manœuvre politique, annonça brusquement Lady Hawthorne, brisant le silence angoissant. Elle arrêta de marcher et pointa un couteau à beurre en argent vers le plafond. C'est la seule explication logique. Il envoie un message à la faction du duc de Rutland, ou peut-être qu'il avait un pari avec Lord Fife. Oui, un pari. Anna baissa les yeux sur son assiette intacte. L'armure cynique qu'elle avait portée pendant 22 ans, momentanément dépouillée par une valse et une paire d'yeux sombres, commença à se remettre en place, pièce par pièce. Bien sûr que c'était une manœuvre. Arthur Pendleton était un duc. Les ducs n'épousaient pas la sœur du milieu célibataire qui portait des couleurs ternes et se cachait dans les bibliothèques. Ils jouaient à des jeux, ils faisaient des déclarations, ils déplaçaient les gens comme des pièces sur un échiquier. La nuit dernière, Anna avait été un pion remarquablement pratique. « Il a regardé droit à travers moi », murmura Arabella, la voix brisée. C'était la première fois qu'elle parlait de toute la matinée. Elle baissa les yeux sur ses mains, sincèrement déconcertée. Avais-je une tache sur le nez? Ma posture était-elle incorrecte? Ne sois pas absurde, Arabella. Tout était parfait, lança Lady Hawthorne en reprenant sa marche. Cela n'a rien à voir avec toi. C'est une question de pouvoir. Il voulait choquer la salle, et il a choisi la... Elle jeta un coup d'œil à Anna, ses yeux balayant la simple robe de chambre marron d'Anna. Elle s'éclaircit la gorge. La voix la plus inattendue pour le faire, la voix la plus pathétique. Les mots non dits flottaient lourdement dans l'air. Il a dansé avec elle pendant 15 minutes. « Mère ?» intervint Cecilia, appuyant son menton sur sa main. Et il n'a même pas regardé le plafond une seule fois. Il a regardé Anna tout le temps. Il établissait la ruse, rejeta Lady Hawthorne d'un geste de la main. D'ici midi, toute la ville l'aura oublié. Nous devons nous concentrer sur la tâche à accomplir. Lord Harrington vient à 3 heures. Arabella, tu porteras la mousseline bleue. Anna, tu vas. La lourde porte en chêne de la salle du petit-déjeuner s'ouvrit. Higgins, le majordome vieillissant des Hawthorne, se tenait sur le seuil. Il était pâle, et sa main gantée de blanc tenait un plateau d'argent. Reposant précisément au centre du plateau, se trouvait une épaisse carte de visite de couleur crème, portant un lourd seau de cire. Lady Hawthorne cessa de respirer. Higgins s'éclaircit la gorge. Le son résonna comme un coup de feu. Le duc de Westford, milady. Il attend dans le salon. Arabella haleta, ses mains volant à ses joues. Cecilia renversa sa tasse de thé, une tache brune s'étalant sur la nappe en lin. Lady Hawthorne fixa le plateau d'argent comme s'il contenait un explosif. « Il est ici !» siffla Lady Hawthorne, sa voix vibrant d'une énergie terrifiante.
soudaine et frénétique. La théorie de la manœuvre politique s'évanouit en un instant. L'instinct de survie prit le dessus. Il a réalisé son erreur. Il est venu pour Arabella. Vite, Arabella, mords-toi les lèvres pour faire ressortir la couleur. Cecilia, monte. Tu es trop jeune pour des visiteurs de cette importance le matin. Higgins. Oui, milady. Dites à sa grâce que nous descendrons dans exactement 4 minutes. Servez-lui le bon sherry, celui que nous avons caché à mon mari. Je vous demande pardon, milady, dit Higgins, sa voix terriblement douce. Il ne bougea pas. Il regarda par-dessus Lady Hawthorne, ses yeux se posant directement sur Anna. Sa grâce a été très précise. Il a demandé une audience uniquement avec Miss Anna. La pièce devint entièrement, violemment silencieuse. Anna sentit le sang quitter son visage. Elle regarda sa mère. La bouche de Lady Hawthorne était légèrement ouverte, un portrait de choc absolu et incompréhensible. « C'est une erreur », réussit à dire Lady Hawthorne. « Higgins, votre oui vous fait défaut. »« Mon oui est parfaitement intact, milady », répondit Higgins d'un ton égal. Il a dit, et je cite, « Veuillez informer Miss Anna que si elle ne descend pas dans 5 minutes, je monterai la chercher moi-même, peu importe le scandale que cela causera sans aucun doute. » Anna ferma les yeux. Sa poitrine se serra. Ce n'était pas une blague. Ce n'était pas une manœuvre politique. Il était vraiment là. Elle se leva. La chaise racla bruyamment contre le plancher. Elle ne regarda ni sa mère ni ses sœurs. Elle lissa ses mains sur le devant de sa simple robe marron, sentant le tissu rugueux contre ses paumes, se recentrant. « Je suppose, » dit Anna, sa voix remarquablement stable malgré les battements frénétiques de son cœur, que je ne devrais pas le faire attendre. Elle passa devant sa famille figée, sortit par la porte et descendit le long couloir vers le salon. Chaque pas était comme marcher vers l'échafaud. Elle s'arrêta devant les portes doubles. Elle prit une profonde inspiration, se préparant, et les poussa. Arthur se tenait près de la cheminée. Il ne portait pas le noir et l'argent sévère de la nuit précédente. Il portait une redingote parfaitement coupée, d'un gris anthracite profond, une culotte de cheval chamois et de hautes bottes qui dégageaient une légère odeur de cuir et de poussière. Ils semblaient complètement déplacés dans leur salon défraîchi et lourdement fleuri. Il paraissait trop grand, trop réel. Il se tourna lorsqu'elle entra. Ses yeux la balayèrent, observant le chignon sévère à la nuque, l'absence de rouge sur ses joues, la robe marron totalement sans inspiration. Il ne grimaça pas. Il sourit. C'était une petite chose, à peine perceptible, mais elle atteignit ses yeux. « Miss Hawthorne, dit-il, votre grâce. » Anna resta près de la porte. « À quoi dois-je l'honneur de cette panique sans précédent que vous avez causée dans ma maison? Je suis venu vous emmener faire une promenade en voiture. » « Une promenade ?» Anna croisa les bras sur la défensive. « Dans une calèche? À travers le parc? »« Dans mon phaéton. Eh oui, à travers le parc. C'est une journée remarquablement ensoleillée. On m'a dit que les gens font ce genre de choses. Je ne fais pas ce genre de choses, dit-elle sèchement. Je m'assois au fond des salons et je dis aux gentlemen quelles sont les fleurs préférées de ma sœur. Arthur fit quelques pas vers elle. La distance désinvolte entre eux disparut. Je ne connais rien aux fleurs, mais je sais que mes chevaux s'impatientent et j'ai un désir distinct de passer la prochaine heure en votre compagnie. Viendrez-vous avec moi, Anna, ou dois-je endurer un autre sermon de votre mère? Il utilisa son prénom. C'était tout à fait inconvenant. Cela envoya une décharge électrique le long de sa colonne vertébrale. Elle le regarda vraiment. Il n'y avait aucune moquerie dans son expression, seulement une certitude calme et inébranlable. « Laissez-moi chercher ma pèlerine » murmura-t-elle. La voiture ouverte était une leçon magistrale d'intimidation. Elle était d'un noir brillant, perchée précairement haut sur des roues jaunes vifs, tirée par une paire assortie de hongres noirs terrifiants, grands et agités. Arthur l'aida à monter sur le siège en cuir avec une force sans effort. Il n'avait pas amené de palefrenier. Il n'y avait que deux, exposés au monde, bien au-dessus des pavés. Lorsqu'ils franchirent les portes de Hyde Park, l'effet fut immédiat. L'heure à la mode commençait à peine. Des calèches bordaient les allées, des femmes faisaient tournoyer des ombrelles, des hommes soulevaient leurs chapeaux. Et au moment où le phaéton distinctif au roux jaune du duc de Westford apparut, toutes les têtes se tournèrent. Anna sentit le poids physique d'une centaine de regards la frapper en même temps. C'était suffocant. Elle se recroquevilla contre les coussins en cuir,
souhaitant pouvoir se dissoudre dans la garniture. Elle pouvait entendre les murmures s'élever au-dessus du cliquetis des sabots, comme le bourdonnement d'une ruche dérangée. Qui est-ce? La fille du milieu des Hawthorne. La plus simple. Pourquoi est-il avec elle? Les mains d'Arthur étaient fermes sur les rênes en cuir. Il guida les énormes chevaux dans un virage serré, son profil net et imperturbable. « Il nous regarde, » dit Anna, la voix tendue. « Laissez-les faire, » répondit Arthur, sans quitter le chemin des yeux. Il se demande pourquoi l'homme le plus puissant d'Angleterre se promène dans le parc avec une femme qui ressemble à une gouvernante. Arthur tira légèrement sur les rênes, ralentissant les chevaux à une douce allure. Il tourna la tête pour la regarder. Le soleil de midi attrapait les angles durs de son visage. Il se demande, corrigea-t-il doucement, pourquoi un homme qui a le choix parmi le troupeau scintillant a choisi le seul oiseau assez sensé pour ne pas chanter pour son souper. Anna laissa échapper un souffle rauque et involontaire. « Ne me romantisez pas, votre grâce. Je ne suis pas une rebelle. Je suis juste fatigué. Arthur. »« Quoi? Mon nom est Arthur. Si nous devons être le sujet des commérages de Londres pour la prochaine décennie, vous feriez aussi bien de l'utiliser. » Anna fixa ses mains gantées. « Vous jouez un jeu très cruel. Je n'en connais pas les règles. Je ne sais pas ce que vous voulez de moi. » Il arrêta complètement les chevaux sous les branches étendues d'un chêne massif, ignorant totalement un landau qui passait. Il se tourna sur le siège pour lui faire face. « Je veux une partenaire, » dit-il. Le ton rauque avait disparu de sa voix, remplacé par une honnêteté crue et absolue. « J'ai hérité de ce titre il y a 3 mois. Mon frère était un homme qui s'est noyé dans l'alcool jusqu'à une mort précoce et a laissé les domaines dans le chaos. J'ai passé les 10 dernières années dans l'armée à gérer des hommes qui se vidaient de leur sang dans la boue. Je ne connais rien aux salles de bal, Anna. Je méprise les minauderies, la flatterie, la performance épuisante et sans fin de tout cela. » Il se pencha plus près. « Hier, je vous ai observé pendant 20 minutes avant de vous approcher. Je vous ai regardé gérer 3 hommes différents, les dirigeant vers vos sœurs avec la brillance tactique d'un maréchal de campagne. J'ai regardé votre mère vous réprimander, et je vous ai regardé l'absorber sans broncher, sans craquer. Vous voyez les mécanismes de ce monde. Vous voyez la laideur sous la soie. » Anna déglutit difficilement. « Je la vois parce que je n'ai pas le droit d'y participer. »« Vous y participez en ce moment même, » dit Arthur doucement. Il tendit la main. Il ne demanda pas la permission. Il prit sa main gantée dans la sienne. Sa prise était ferme et rassurante. « Je ne veux pas d'une femme qui s'évanouira quand les comptes du domaine ne seront pas équilibrés. Je ne veux pas d'une femme qui a besoin d'éloges constants pour survivre à la journée. Je veux quelqu'un qui peut se tenir dans le noir avec moi sans avoir peur. » Anna baissa les yeux sur leurs mains jointes. Le cynisme qui l'avait protégé si longtemps lui hurlait de se retirer, d'en rire, de lui dire qu'il se trompait. Mais en le regardant, en voyant la lassitude autour de ses yeux, la détermination de sa mâchoire, la vérité désespérée dans sa poigne, elle vit un reflet de son propre épuisement. Il n'était pas un prince de conte de fées. C'était un homme fatigué à la recherche d'une égale. « Ma mère exigera un arrangement terrifiant », s'entendit-elle dire. Les mots étaient un test, une dernière tentative de ramener la réalité dans le fantasme. La bouche d'Arthur s'étira en un sourire sincère. « Je possède la moitié du Yorkshire, Anna. Je pense que je peux me permettre votre mère. Arabella pleurera pendant 1 semaine. Je lui enverrai un très gros diamant pour sécher ses larmes. » Anna leva enfin les yeux pour rencontrer son regard sombre. Le poids suffocant du parc, des regards, des murmures, tout sembla s'estomper en un bourdonnement sourd. Il n'y avait que le siège en cuir, la lumière du soleil tachetée à travers les feuilles de chêne et la réalité solide et indéniable de l'homme à côté d'elle. « Je n'aime pas la saison mondaine », l'avertit Anna, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. Le pouce d'Arthur caressa doucement ses jointures. « Alors, Miss Hawthorne, dit-il, nous rentrerons à la maison. » Le retour à la résidence des Hawthorne ne fut pas une procession triomphale. Cela ressemblait à une extraction militaire. Arthur arrêta le phaéton devant les marches en pierre usée de la maison de ville. Avant même que son palefrenier n'ait pu atteindre la tête des chevaux, la porte d'entrée s'ouvrit. Lady Hawthorne se tenait sur le seuil, encadrée par la porte comme une gargouille défendant son nid. Anna n'attendit pas qu'Arthur l'aide. Elle descendit, ses bottes heurtant le pavé avec un bruit sourd et rassurant.
Arthur fut à ses côtés une seconde plus tard, sa présence un mur massif, et soudain entre elle et l'hystérie imminente de sa mère. Ils montèrent les marches ensemble. « Votre grâce » souffla Lady Hawthorne, ses yeux passant frénétiquement du visage impassible d'Arthur à celui étonnamment calme d'Anna. « J'espère que le parc était agréable. Il y avait foule, » répondit simplement Arthur. Il n'attendit pas d'invitation. Il passa devant Lady Hawthorne, emmenant Anna avec lui, et entra directement dans le salon. Arabella et Cecilia étaient exactement là où Anna les avait laissés, figés dans un tableau d'attente anxieuse. Les yeux d'Arabella s'écarquillèrent à la vue de la main d'Arthur posée nonchalamment au creux du dos d'Anna. « Laissez-nous, » dit Arthur. Il n'éleva pas la voix. Il ne regarda pas les sœurs. C'était un ordre donné avec l'autorité absolue et profonde d'un homme habitué à être obéi instantanément. Cecilia attrapa le bras d'Arabella et la traîna pratiquement hors de la pièce. Les portes se refermèrent avec un clic. Lady Hawthorne resta, sa poitrine se soulevant sous son corset restrictif. Elle regarda Anna, un mélange terrifiant de calcul et de panique nageant dans ses yeux. La théorie de la manœuvre politique était morte. Maintenant, elle devait pivoter. C'était une femme qui avait passé 20 ans à survivre de miettes sociales. Elle savait comment sauver un naufrage. « Je suis un homme qui préfère la brièveté. » Lady Hawthorne, commença Arthur, retirant sa main d'Anna et se tournant pour faire face à sa mère. Il se tenait au centre du tapis floral délavé, faisant paraître la pièce bien trop petite. « J'ai l'intention d'épouser Anna. Les bans seront publiés dimanche. Nous nous marierons par licence spéciale avant la fin du mois. » Lady Hawthorne ouvrit la bouche. Elle la referma. Elle l'ouvrit à nouveau. Anna. Elle testa le nom comme s'il avait un goût de cuivre. « Vous souhaitez épouser Anna, je viens de le dire, mais Arabella. Arabella est une jeune femme remarquablement belle, qui trouvera sans aucun doute un mari qui appréciera ses talents spécifiques, » coupa Arthur en douceur. « Je ne suis pas cet homme. Je veux Anna. » Le regard de Lady Hawthorne se posa sur sa fille du milieu. Ce n'était pas un regard de fierté maternelle. C'était le regard acéré et évaluateur d'un expert qui venait de réaliser qu'un vase poussiéreux dans le coin était en fait de la porcelaine de la dynastie Ming. « Le domaine des Hawthorne est grevé de dettes », déclara brusquement Lady Hawthorne. Le prétexte de la romance s'évanouit. Le masque tomba. C'était le champ de bataille. Elle comprenait. « Les dettes de mon fils sont considérables. Si vous prenez Anna, vous la prenez sans dot. » Anna tressaillit. C'était une vérité qu'elle connaissait intimement, mais l'entendre utilisée comme une arme dans cette pièce, mise à nu devant Arthur, fit monter une bouffée de honte à ses joues. Elle baissa les yeux sur ses mains. « Je n'ai pas besoin de dot, » dit Arthur. Sa voix était assez froide pour geler de l'eau. « Et ses sœurs » insista Lady Hawthorne, s'approchant, sentant le sang. « Arabella a besoin d'une saison convenable. Cecilia aura besoin d'une marraine l'année prochaine. En tant que duc, votre lien avec notre famille... » Arrêtez. Arthur fit un pas en avant. La simple menace physique de sa taille força Lady Hawthorne à reculer d'un pas. « Soyons tout à fait clairs sur les termes de cet arrangement, » dit Arthur, son ton baissant à un registre dangereusement calme. « J'épouse Anna. Je n'épouse pas vos dettes, les habitudes de jeu de votre fils, ou vos ambitions sociales. Je verserai 5000 livres sur le domaine de votre fils, effaçant ainsi ses dettes immédiates. J'établirai un fonds de 2000 livres chacune pour Arabella et Cecilia, accessible lors de leur mariage. » Les yeux de Lady Hawthorne brillèrent d'une lumière avide et désespérée. C'était plus d'argent qu'elle n'en avait vu en une décennie. Cependant, continua Arthur, sa voix se durcissant comme de l'acier forgé, en échange de ce capital, vous libérerez entièrement Anna. Vous ne lui écrirez pas pour exiger des fonds. Vous n'enverrez pas votre fils à ma porte. Vous n'utiliserez pas mon titre pour obtenir des invitations dans des maisons où vous n'êtes absolument pas désiré. Si vous le faites, je gèlerai les fonds et je saignerai à blanc le domaine de votre fils par le biais des tribunaux. Nous comprenons-nous bien? Le silence s'abattit sur la pièce. Il était épais, lourd et absolu. Anna regarda Arthur. Il venait de l'acheter. C'était une pensée crue, laide, mais c'était la vérité. Il avait évalué la machinerie désespérée de sa famille et l'avait démantelée d'un seul coup brutal de son carnet de chèques. Lady Hawthorne déglutit difficilement. Sa posture se raidit.
Elle regarda l'homme qui venait de l'insulter, de la menacer et d'assurer l'avenir de sa famille en l'espace de 60 secondes. « Les termes sont acceptables. Votre grâce, réussit-elle à dire, la voix tendue. « Excellent. » Arthur lui tourna le dos, la congédiant entièrement. Il regarda Anna. La froideur disparut de son visage, remplacée par cette même certitude tranquille qu'elle avait vue dans la calèche. « Faites mal, Anna. Nous partons pour le Yorkshire 3 jours après le mariage. » Il n'attendit pas qu'elle accepte. Il se dirigea vers la porte, l'ouvrit et partit. La porte d'entrée claqua un instant plus tard. C'était un son final. Lady Hawthorne se tourna lentement pour regarder Anna. Pendant une longue et pénible minute, aucune des deux femmes ne parla. La dynamique du pouvoir dans la pièce avait changé si violemment que l'air semblait encore déplacé. « Toi, » murmura Lady Hawthorne, secouant lentement la tête. « De vous toutes, c'est toi. » Anna se redressa. Elle ne se sentait pas triomphante. Elle se sentait juste profondément fatiguée. Mais c'était une nouvelle sorte de fatigue. Une fatigue propre. « Oui, mère, dit Anna, sa voix stable et complètement dénuée d'émotion. C'est moi. » Elle passa devant sa mère et commença la longue montée des escaliers pour faire ses bagages. Le mariage fut une affaire brève et stérile, dans une église froide et résonnante de Mayfair. Il n'y avait pas de rose blanche. Il n'y avait pas de cœur. Arabella se tenait sur le banc du fond, pleurant doucement dans un mouchoir en dentelle. De soulagement ou de ressentiment, Anna ne le savait pas et ne le demanda pas. Cecilia avait l'air de s'ennuyer. Lady Hawthorne ressemblait à un chat qui avait avalé un très gros et très riche canari. Anna portait une robe de voyage sur mesure d'un gris anthracite profond. Arthur portait son allure militaire. Ils prononcèrent leurs vœux d'une voix basse et égale, signèrent l'énorme registre paroissial et sortirent. Moins d'une heure plus tard, ils étaient dans une lourde voiture de voyage anonyme en direction du nord. Le voyage dura 4 jours épuisants. Alors qu'ils quittaient les frontières manucurées de Londres, le paysage commença à changer. Les douces collines du sud cédèrent la place à un terrain plus rude et plus sombre. Le ciel semblait plus large ici, lourd de nuages gris qui menaçaient une pluie constante. Ils ne parlèrent pas beaucoup. Le silence dans la voiture n'était pas tendu, mais il était lourd du poids de ce qu'ils avaient fait. Ils étaient 2 étrangers enchaînés par un désir mutuel d'échapper aux vies qu'on leur avait imposées. L'après-midi du 4e jour, la voiture quitta la route principale pour s'engager sur une longue allée défoncée, bordée de chênes anciens et tordus. Anna se pencha en avant, regardant par la fenêtre striée de pluie. Stonecross Hall s'élevait de la lande comme une forteresse. C'était massif, construit en pierre sombre et brute, qui paraissait humide même quand il ne pleuvait pas. Il n'y avait rien de délicat. Il manquait les fenêtres palladiennes symétriques et les vastes jardins en terrasse des domaines qu'Anna avait vus dans le sud. C'était une maison construite pour résister aux sièges et aux hivers brutaux. Elle ressemblait exactement à l'homme assis en face d'elle. La voiture s'arrêta brusquement dans la cour centrale. Il n'y avait pas de grande lignée de domestiques attendant pour les accueillir. Seulement un homme solitaire et voûté se tenant sous le portique en pierre, tenant une lanterne contre la pénombre. Arthur poussa la portière de la voiture et sortit dans le vent glacial. Il se tourna et offrit sa main. Anna la prit. Elle descendit, le vent mordant immédiatement à travers son lourd manteau de laine. « Bienvenue dans le Yorkshire », dit Arthur. Sa voix était neutre. Il leva les yeux vers l'imposante façade sombre de la maison. Pour la première fois depuis qu'elle l'avait rencontré, il semblait incertain. « C'est un peu une ruine sinistre, j'en ai peur. Mon frère ne se souciait pas de l'entretien. Il préférait les tables de jeu de Londres au courant d'air d'ici. » Anna regarda les mauvaises herbes qui poussaient à travers les pavés. Elle remarqua un volet détaché au 2e étage, qui claquait rythmiquement contre la pierre dans le vent. Elle vit la poussière qui recouvrait les fenêtres du bas. C'était un désastre. « Ce n'est pas une ruine », dit doucement Anna. Elle n'offrit pas de vaines assurances. Elle parlait de faits. C'est juste négligé. Il faut une main ferme et un bon nettoyage. Arthur baissa les yeux sur elle, la surprise brillant dans ses yeux sombres. « Monsieur Dawson », appela Arthur, se tournant vers l'homme plus âgé qui tenait la lanterne. « Voici la duchesse de Westford. Nous aurons besoin de feu dans la suite principale et de toute la nourriture chaude que les cuisines pourront préparer. » Dawson s'inclina raidement. « Oui, votre grâce. Bienvenue, votre grâce. » Ils entrèrent. Si l'extérieur était imposant, l'intérieur était caverneux.
Le hall d'entrée était fait de dalles grises et froides. Les murs étaient tapissés d'énormes portraits sombres d'ancêtres Pendleton, qui semblaient tous remarquablement mécontents d'être là. L'air sentait la vieille fumée de bois, la laine humide et la poussière. Arthur s'arrêta au centre du hall. Il regarda autour de l'espace désolé, la mâchoire serrée. Il avait commandé des régiments. Il avait survécu à la guerre. Mais debout dans les décombres de l'héritage de sa famille, il semblait momentanément paralysé. « J'aurais dû envoyer une équipe en avance », marmonna-t-il en se frottant le visage. « J'aurais dû leur faire nettoyer avant de vous amener ici. Vous êtes habitué à mieux. Je suis habitué à me cacher dans les coins et à gérer les registres de ma mère pour tenir le boucher à distance », le corrigea Anna, sa voix résonnant légèrement dans le vaste hall vide. Elle laissa tomber son sac de voyage. Il heurta le sol en pierre avec un bruit sourd. Elle défit le fermoir de son manteau, laissant la lourde laine tomber sur le sac. Elle se dirigea vers une énorme table d'appoint en acajou qui était épaisse de poussière. Elle passa un seul doigt ganté dans la saleté, laissant une ligne nette et propre derrière elle. Elle se retourna vers Arthur. Il la regardait, parfaitement immobile. « Vous avez dit que vous vouliez une partenaire, Arthur, » dit Anna, sa voix stable et claire dans la pénombre. « Vous avez dit que vous ne vouliez pas d'une femme qui s'évanouirait si les comptes n'étaient pas équilibrés. » « C'est exact. »« Bien. » Anna commença à déboutonner ses gants, les retirant un par un et les jetant sur la table. « Parce que la première chose que nous ferons demain, c'est de renvoyer la personne en charge de l'intendance. La deuxième chose, c'est de nous pencher sur les registres du domaine. Et la troisième chose que nous ferons, c'est d'ouvrir chaque fenêtre de cette maison. » Arthur la fixa. La tension qui crispait ses épaules depuis qu'ils avaient franchi la frontière du Yorkshire commença lentement à se dissiper. Un rire bas et sincère gronda dans sa poitrine, résonnant dans le hall froid. « Vous êtes une femme terrifiante, Anna, » dit-il en s'avançant vers elle. « Vous m'avez acheté, » lui rappela-t-elle, levant les yeux alors qu'il comblait la distance entre eux. « Vous en avez pour votre argent. » Arthur tendit la main. Il ne la serra pas dans une étreinte désespérée. Il lui caressa simplement le côté du visage, son pouce effleurant sa pommette. Sa main était chaude contre l'air glacial du hall. « J'ai payé bien moins que votre valeur, » murmura-t-il. Pour la première fois en 22 ans, Anna Hawthorne se sentit entièrement, indéniablement vue. La transformation de Stonecross Hall ne se fit pas en un montage de musique entraînante et de soleil soudain. Elle se fit dans les tranchées épuisantes et sans glamour du travail quotidien. Elle se fit avec du savon de soude, des jointures gercées et l'odeur âcre de la cire d'abeille. Anna renvoya l'intendante le 3e matin. La femme volait dans les garde-manger et laissait l'humidité pourrir l'aile est. Anna promut une soubrette sévère et farouchement compétente, nommée Madame Higgins à ce poste. Ensemble, elles menèrent une guerre brutale contre une décennie de saleté accumulée. Les fenêtres furent ouvertes au vent mordant de la lande. Les tapis furent traînés dans la cour et battus jusqu'à ce que l'air s'épaississe de poussière. Arthur ne s'assit pas dans un fauteuil en cuir pour regarder. Il sortait à cheval chaque matin à l'aube. Il renvoya le bailli corrompu. Il patagea dans des ruisseaux glacés pour inspecter des moulins cassés. Il s'assit dans les chaumières de fermiers terrifiés, écoutant leurs doléances, sa silhouette massive éclipsant leurs petites chaises en bois, promettant des réparations qu'il avait bien l'intention d'exécuter. Ils étaient 2 généraux menant une guerre sur 2 fronts, et le centre de commandement était la bibliothèque. C'était devenu leur rituel nocturne. Après le souper, ils se retiraient dans la pièce lambrissée de chênes lourds. Arthur prenait le bureau, entouré de cartes du domaine et de rendements des cultures. Anna s'asseyait à la grande table centrale, une montagne de registres du domaine empilés devant elle, une tache d'encre noire marquant en permanence le côté de son index. Le silence entre eux n'était pas le silence tendu et suffocant d'une salle de bal londonienne. C'était un silence de travail. C'était confortable. C'était empreint de respect mutuel. « Il a vendu les droits sur le bois de la vallée du Nord pour une fraction de leur valeur », déclara Anna un mardi de fin octobre. La pluie s'abattait contre les vitres épaisses des fenêtres, mais un feu massif rugissait dans l'âtre, projetant une lumière chaude et vacillante dans la pièce. Arthur ne leva pas les yeux de sa carte. Il se frotta simplement la nuque, un geste d'épuisement qu'elle avait appris à reconnaître. «
Mon frère possédait un talent unique pour trouver la pire affaire possible et la conclure avec une immense fierté. Pouvons-nous les racheter? Anna passa un doigt sur la colonne de chiffres déchiquetés et ivre dans le registre. Bas ce trimestre. Nous avons besoin des liquidités pour les réparations des toits des fermes avant l'arrivée de la neige. Mais si nous détournons les fonds du pavillon de chasse désaffecté au printemps, nous pourrons surenchérir sur le locataire actuel l'automne prochain. Arthur leva enfin les yeux. La lumière du feu attrapa les plans durs de son visage. L'épuisement était toujours là, mais le regard vide et hanté qu'il avait à Londres avait disparu. Il la regardait, non pas comme une épouse à gérer, mais comme une bouée de sauvetage qu'il avait réussi à saisir. « Détournez les fonds », accepta-t-il. Il posa sa plume. « Vous fixez ces chiffres depuis 4 heures, Anna. Vos yeux vont finir par loucher. Les chiffres se moquent que mes yeux louchent. Ils exigent d'être équilibrés. » Arthur se leva. Il contourna le bureau, ses bottes lourdes sur le tapis perçant, l'une des rares choses que Madame Higgins avait réussi à sauver de l'humidité. Il s'arrêta derrière sa chaise. Anna se raidit légèrement, mais ne s'écarta pas. Il posa ses mains sur ses épaules. Ses pouces pressèrent les muscles tendus et noués à la base de son cou. Il n'était pas doux. Il était ferme, creusant la tension qui s'était installée là après des heures penchées sur les livres. Anna laissa échapper un long soupir involontaire. Elle laissa sa tête tomber en avant, fermant les yeux, alors que le nœud angoissant dans son épaule commençait à se relâcher sous sa poigne. « Vous travaillez trop dur », dit Arthur, sa voix un grondement sourd juste au-dessus de son oreille. « Yo protège mon investissement, Arthur », murmura-t-elle, ouvrant les yeux pour regarder le registre taché d'encre. « Si vous faites faillite, je serai obligé de retourner chez ma mère et d'admettre qu'elle avait raison sur quelque chose. Je préférerais mourir. » Un rire doux et sincère vibra dans sa poitrine, descendant le long de ses bras et dans ses épaules. « Nous sommes loin de la faillite grâce à vous. » Il ne s'éloigna pas. Il garda ses mains sur ses épaules, ses pouces traçant la ligne de sa clavicule sous le col haut de sa robe de laine pratique. Le contact était dépourvu de la galanterie performative du beau monde. Il était ancré. Il était réel. « J'ai reçu une lettre de mon notaire aujourd'hui, » dit Arthur doucement, l'humour s'effaçant de son ton. « Les fonds pour vos sœurs ont été finalisés. Les fonds pour les dettes de votre frère ont été transférés. La transaction est terminée. » Anna fixa la lumière vacillante du feu, se reflétant sur le bois poli de la table. La transaction, c'était le mot sur lequel ils avaient bâti cette vie entièrement fonctionnelle et profondément nécessaire. Mais l'entendre maintenant, dans la chaleur tranquille de la bibliothèque, sonnait creux. « Je vois », dit-elle. Sa voix semblait tendue. La main d'Arthur glissa le long de ses bras. Il se pencha, son visage arrivant au niveau du sien. « Je vous dis cela, » dit-il, tournant légèrement sa chaise pour qu'elle soit forcée de le regarder, parce que cela signifie que vous ne leur devez rien. Vous ne me devez rien. Le contrat est rempli. Anna sonda ses yeux sombres. Ils étaient intensément concentrés sur les siens, dépouillant chaque défense qu'elle possédait. « Et que se passe-t-il maintenant » demanda-t-elle, sa voix à peine un murmure. Arthur tendit la main et prit sa main tachée d'encre dans la sienne. Il la porta à sa bouche et déposa un baiser juste sur la tache sombre de son doigt. « Maintenant, » dit-il, « nous construisons une vie, non pas parce que nous le devons, mais parce que nous le choisissons. » L'hiver frappa le Yorkshire avec une violence brutale et sans concession. La neige tomba en lourde nappe aveuglante, isolant Stonecross Hall du reste du monde. À Londres, la saison d'hiver battrait son plein. Promenade en traîneau dans Hyde Park, dîners intimes, commérage venimeux autour d'un vin chaud. Cela ne manqua pas à Anna, pas une seule seconde. Elle se tenait près de la fenêtre du salon du matin, tenant une tasse de thé chaud et fort, regardant le vent fouetter la neige sur les landes. La maison était chaude, les feux étaient allumés, les garde-manger étaient pleins, et le toit ne fuyait pas. Ils avaient survécu à leur première saison. Une gorge se racla derrière elle. Dawson se tenait dans l'embrasure de la porte, tenant un plateau d'argent. Il avait l'air complètement différent de l'homme voûté et défait qui les avait accueillis des mois auparavant. Sa livrée était brossée, sa posture droite. « Le postier a réussi à passer, votre grâce », dit Dawson en tendant le plateau. Sur l'argent reposait une seule enveloppe épaisse. Le papier était lourd, le sceau de cire cramoisi, brillant et odieux, estampillé du blason des Hawthorne.
Anna sentit une terreur froide s'installer dans son estomac, sans aucun rapport avec le temps extérieur. Elle posa sa tasse de thé et prit la lettre. « Merci Dawson, ce sera tout. » Elle attendit qu'il ferme la porte avant de briser le seau. L'odeur lourde et écœurante de l'eau de rose de sa mère s'échappa du parchemin. C'était exactement ce à quoi elle s'attendait. C'était 3 pages d'écriture frénétique, soulignées et lourdes. Arabella avait obtenu une offre du comte de Coventry, un homme de 30 ans son aîné avec une réputation terrifiante, mais une fortune colossale. Lady Hawthorne était extatique. Cecilia causait des problèmes, flirtant avec un officier de cavalerie sans le sou. Le frère avait besoin de 1000 livres de plus pour régler un malentendu dans un club de jeu. Tout en bas, presque comme une pensée après coup, Lady Hawthorne avait écrit « J'espère que le Nord n'est pas entièrement insupportable. Essayez de rappeler au duc qu'une marraine pour Cecilia la saison prochaine ne serait pas mal appréciée, étant donné la générosité de notre famille en se séparant de vous. » Anna lut la lettre 2 fois. Pendant 22 ans, ce morceau de papier aurait dicté son état émotionnel pendant 1 mois. Cela aurait signifié des heures de calcul, de gestion et de support des réprimandes acerbes de sa mère. Cela aurait signifié se rétrécir pour tenir dans la petite boîte sombre que sa famille avait construite pour elle. Elle se dirigea vers la cheminée. Les flammes léchaient goulûment une énorme bûche de chêne. Anna n'hésita pas. Elle jeta les 3 pages de parchemin lourd directement au centre du feu. Elle regarda les bords se recroqueviller, noircir et s'embraser en flammes orange vif. Elle regarda la cire cramoisie fondre et goûter dans les cendres. Elle regarda les exigences, la culpabilité et les cruautés subtiles se transformer en fumée et disparaître dans la cheminée. J'allais suggérer que nous l'encadrions, juste pour nous rappeler à quel point nous avons de la chance. Anna se tourna. Arthur se tenait dans l'embrasure de la porte. Il portait encore sa lourde redingote, ses bottes saupoudrées de neige, ses cheveux humides de la tempête. Il venait clairement des écuries. « C'était une demande d'argent supplémentaire, » dit Anna, sa voix remarquablement stable. « Et une suggestion que vous parrainiez Cecilia la saison prochaine. » Arthur entra dans la pièce, déboutonnant son lourd manteau. Il n'avait pas l'air en colère. Il avait l'air vaguement amusé. « Et qu'avez-vous répondu ?»« Je crois que ma réponse se transforme actuellement en suie, » dit Anna, en désignant la cheminée. Arthur s'arrêta devant elle. Il regarda le feu, puis de nouveau elle. L'amusement s'effaça, remplacé par ce regard intense et dépouillant qu'elle avait rencontré pour la première fois dans une bibliothèque sombre à Londres. Vous l'avez brûlé. Oui. Vous n'avez pas calculé de compromis. Vous ne m'avez pas demandé la permission de leur envoyer une fraction des fonds. La transaction est terminée, Arthur, dit Anna. Elle s'approcha de lui, nullement dérangée par la froide humidité de son manteau. Elle leva les yeux vers son visage. Je ne suis plus leur registre. Je suis le vôtre. C'était la chose la plus vulnérable qu'elle ait jamais dite. Elle flotta dans la pièce silencieuse, crue et vraie. Arthur laissa échapper un souffle rauque. Il tendit les bras et la serra contre lui, ses bras enroulés autour de son dos, la tirant contre sa poitrine. La laine froide de son manteau contrastait vivement avec la chaleur de son corps en dessous. Il enfouit son visage dans ses cheveux, l'inhalant comme si elle était de l'oxygène. « Vous n'êtes pas un registre, Anna, » dit-il férocement, sa voix vibrant contre sa clavicule. « Vous n'êtes pas une transaction. Vous êtes la seule chose réelle dans ma vie. » Il recula juste assez pour la regarder. Ses mains se posèrent sur son visage, ses pouces essuyant une trace de suie sur sa joue. « Quand je suis entré dans cette salle de bal, » confessa Arthur, sa voix tombant à un murmure rauque, « je ne savais pas ce que je cherchais. Je savais juste que j'étouffais. Et puis je vous ai vu, debout dans l'ombre, regardant toute cette salle scintillante comme si c'était un tour de passe-passe bon marché. Vous étiez entièrement vous-même. Vous ne pliez pas. Vous ne jouiez pas de rôle. » Anna sentit une larme chaude couler sur sa joue. Elle ne l'essuya pas. « Je ne suis pas venu pour vos sœurs, Anna, » dit-il, répétant les mots qui avaient changé le cours de sa vie. Mais cette fois, ce n'était pas un défi lancé à une salle bondée. C'était un vœu prononcé dans le sanctuaire tranquille qu'ils avaient construit ensemble. « Je suis venu pour la femme dans le noir. Je suis venu pour ma femme. » Anna leva les mains, les enroulant sur ses poignets. Elle n'avait pas de poésie. Elle n'avait pas de métaphore fleurie. Elle n'avait que la certitude profonde d'une femme qui avait enfin trouvé exactement où elle était censée être.
Alors vous êtes un homme très chanceux, votre grâce, murmura-t-elle, un petit sourire sincère se dessinant sur son visage, parce qu'elle n'a absolument aucune intention de partir. Arthur l'embrassa. Ce n'était pas un baiser poli et transactionnel. C'était désespéré, ancré et absolu. Il avait le goût de l'air d'hiver, de la fumée de bois et de la profonde et tranquille victoire de deux cyniques qui avaient accidentellement bâti un royaume à partir de la poussière. Dehors, la neige du Yorkshire continuait d'ensevelir les landes, dures et impitoyables. Mais à l'intérieur de Stone Cross Hall, debout près du feu, Anna était enfin, indéniablement, au chaud. Le parcours d'Anna et Arthur, d'une transaction cynique à une histoire d'amour profonde, a-t-il conquis votre cœur? Si vous avez apprécié cette évasion des salles de bal superficielles et scintillantes, de Londres vers la réalité rude et réparatrice du Yorkshire, veuillez mettre un pouce en l'air. Partagez cette vidéo avec d'autres amateurs de drames historiques qui apprécient une héroïne qui se bat avec des registres plutôt qu'avec des larmes, et un héros qui valorise la substance plutôt que la perfection. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne jamais manquer une autre histoire d'amour originale. Dites-nous dans les commentaires, auriez-vous brûlé la lettre?